Donc aujourd'hui, on va regarder comment on peut créer un projet full stack. Ça veut dire qu'il va y avoir un front-end qui va être une application React, puis un back-end qui va être une application serveur avec Express. Fait que puisque on va construire les deux, c'est plus facile de commencer avec un projet vide quand on travaille avec WebStorm, ou sinon juste de créer un dossier par vous-même si vous n'utilisez pas WebStorm. Ça va nous permettre de partir à neuf. Donc on commence avec ça. Laissez-moi aller chercher la fenêtre pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Oups. Viens en fenêtre. T'es capable. Merci. On va se donner un petit peu de place avec ça. On fait comme ça, pour que ça soit plus beau. Fait qu'on a un projet. En ce moment, il n'y a rien à l'intérieur. Puis, ça va être à nous de venir insérer nos deux projets à l'intérieur de ce projet-là. Donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est créer manuellement les projets dans deux dossiers différents. Donc, on va en faire avoir deux serveurs qui vont rouler en même temps, puis qui vont pouvoir se communiquer l'un avec l'autre. Fait qu'on va commencer, on va aller dans notre ami le terminal. Fait qu'ici, on dit, on crée un projet vide. Puis ensuite, on va créer notre application React. Donc, pour créer l'application React, on sait qu'on peut utiliser le npx create React app. Puis celui-ci va prendre comme argument le dossier dans lequel on veut le faire. Là ici, puisque dans notre projet full stack, on a les deux applications séparées, on va vouloir avoir un dossier pour le front-end, un dossier pour le back-end. Donc on va se faire ici un client qui va être le front-end, puis un serveur qui va être le back-end. Fait qu'on va créer notre application React dans le dossier client. Je peux même faire... Fait qu'on va laisser rouler ça. Pendant ce temps-là, on va penser à notre application Express qui, elle, utilise le Express Generator. Donc, même principe, on peut utiliser le npx pour installer notre élément à un endroit qu'on veut. Il va falloir attendre que lui termine, mais ça va être npx Express Generator. Puis on pourra faire ça dans le serveur. Puis si on veut avoir les mêmes options, on pourrait même mettre no view pour pas qu'il y ait de view engine d'installer avec. Donc on attend notre create React app qui se termine. Tu nous rappelles, c'est quoi ça les views, no view? Tu l'avais dit de ne pas sélectionner view, mais c'est quoi rapidement? Fait que ici, attends, pendant ce temps-là, on va regarder ça. Tiens. Fait que le principe, c'est quand on a les vues, c'est que ça nous permet de faire des pages web avec des templates. OK, donc je pense qu'il y a le même principe en PHP. Là, donc, à la place d'avoir une page en HTML, on peut utiliser un template. Puis, à l'intérieur du template, ça nous permet d'avoir des fonctionnalités qui sont plus dynamiques que le HTML. Fait que pour avoir des variables, pour avoir des listes, pour avoir des compositions. Donc, il y a différents engines de template. Celui-là qui vient par défaut, il s'appelle Pug. Il y en a d'autres, il y a comme EGS, puis HBS, puis si on va... des Embedded JavaScript Templates, et ainsi de suite. Donc si on regarde à quoi ça peut ressembler, ça peut ressembler à ça ici.
Fait qu'on peut avoir à l'intérieur de notre page HTML des éléments de templating qui nous permet de plus facilement gérer des pages web dynamiques. En gros, c'est une alternative à des front-end. Puisque nous autres, on a un front-end complètement séparé, hein, qui va être une application en React, puis que notre serveur, c'est purement un API qui va juste avoir des liens HTTP. On n'a pas besoin des views. Fait que c'est pour ça que nous, on les met pas. C'est ça. OK, je comprends. Parfait. Fait que si on regarde, on a réussi à créer... Oui? On va dessus dans l'application React avant de faire le NPX Express ou on le fait à partir du même dossier? Tu vas dans le dossier principal, puis quand tu fais le NPX React App, tu dis le dossier dans lequel tu vas aller le mettre. OK. Fait que ça va créer automatiquement le dossier. Non, tu peux voir. Il est écrit ici. L'autre pour NPX Express. Ouais, c'est aussi le même principe. Fait que on reste dans le dossier principal. Reste dans le dossier principal. Puis on peut lui donner le nom du dossier qu'on va vouloir dans lequel il va être créé. Excuse-moi, si on oublie d'utiliser le NPX, on fait seulement le create app client, ça donne la même chose ou pas? Create React App tout seul, ça va pas marcher. C'est pas une application qui est sur ton ordi. Il faut marquer NPX, qui est une application installée qui va chercher la librairie puis qui va l'utiliser. Il y a une possibilité d'arrêter l'exécution ou il faut attendre que ça finisse? Tu peux cliquer sur CTRL-C là, puis déliter les éléments qui sont là. OK. Fait que on a maintenant... Fait que j'ai fait le NPX Express Generators No View Server. Donc, ça crée le dossier server. Ça crée notre dossier client. Puis, on a maintenant les deux qui sont disponibles. OK? Là, ici, il faut faire attention parce qu'on a maintenant deux applications indépendantes. Donc, si je veux le tester puis l'utiliser, il va falloir que j'utilise deux serveurs en même temps. Donc, pour être capable de faire ça, il y a différentes manières. Je pourrais aller dans mon terminal puis les ouvrir séparément. Ou sinon, je vais aussi aller regarder un peu comment ça marche WebStorm. Donc, quand vous aviez des applications par défaut, vous aviez un gros bouton ici, Play, qui était automatiquement configuré. Quand on a créé un projet vide par défaut, cette configuration-là ne sera pas disponible. Donc, on peut aller rajouter des configurations par nous-mêmes. Donc, je vais aller regarder ici, puis si ça vous fait peur, toute cette affaire-là, faites-vous-en pas. Vous pouvez toujours aller dans le dossier du client, puis faire le npm start habituel. Mais là, je veux voir comment est-ce qu'on rajoute des configurations à l'intérieur de WebStorm par défaut. Fait qu'ici, on rajoute la configuration. Puis, on peut ici avoir le petit piton plus pour ajouter les configurations. On a une liste des configurations possibles. Nous autres, on sait qu'on veut utiliser npm start. OK? Donc, on sait qu'on veut utiliser une configuration qui est basée sur npm. Fait qu'ici, je peux sélectionner npm. Puis, par défaut, il y a un paquet d'options qui devient disponible. npm, quand on essaie de l'utiliser, c'est basé sur les actions qu'il y a dans le package.json. Fait que là, ici, la problématique, c'est que j'ai deux différents packages.json. Fait que pour sélectionner celui que tu veux, tu peux aller ici sélectionner dans l'option package.json, puis il va y avoir dans la liste, en gros, tous ceux qu'il y a automatiquement découverts. Donc, on peut voir ici qu'on a celui du client, on a celui du serveur. Fait que, mettons, on peut essayer celui du client. C'est quoi la commande que je veux qu'on exécute? Je veux faire npm start. Si j'applique ça, puis on va dire start client, comme ça. L'autre d'après, on va pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe. Fait que j'ai maintenant la configuration start client qui est automatiquement sélectionnée. Puis je peux cliquer sur le run. Puis je peux voir que ça part le React Script, ça part le Development Server, puis ça rouvre notre application comme on s'attendait auparavant. Okay. C'est où que tu as cliqué pour aller dans les configurations?
Fait que par défaut, il y a, quand tu n'as pas de configuration, le bouton qui est ici, ça va être marqué Add Configuration. Add Configuration, OK. Mais s'il y en a déjà, tu peux cliquer dessus, puis il va y avoir Edit Configuration qui t'apporte au même menu. Donc, en gros, c'est les configurations d'exécution de mes programmes. Fait que j'ai mon application. Si on va se mettre un petit peu plus petit dans l'application, comme ça on va juste voir qu'est-ce qui se passe. Comme ça. Donc, on ajoute Ensuite, on peut aller faire la même chose pour notre serveur. Mais pour le serveur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller rajouter pour le développement un nouveau package qui va nous aider dans le développement. Donc, une des lacunes de la configuration de base de Express, c'est que quand on essaye de modifier quelque chose, il faut repartir le serveur. Il y a un outil qui nous permet de configurer le serveur pour que quand il y ait une modification, automatiquement, ça va changer, ça va restarter le serveur. Donc, c'est un petit projet qui s'appelle NodeMon pour Node Monitor. Hein, donc, c'est une application Node. Puis c'est un moniteur de Node. Donc, le principe fondamental, si on regarde comment ça marche, il faut premièrement installer NodeMon. Fait qu'on va retourner dans le terminal. Là, ici, il faut faire attention parce qu'on a vraiment deux projets de Node différents. Là. Un qui est avec le serveur de React, puis un qui est pour le serveur d'API. Donc, il faut aller dans le bon projet. Donc, on va aller dans notre serveur. Puis, à partir d'ici, on va pouvoir installer NodeMon. En passant ici, même pas besoin d'installer, de marquer install, juste marquer i, raccourci, ça fait la même chose. Fait que avec ça, on a maintenant NodeMon d'installer. Pour être capable de l'utiliser correctement, il faut aller changer la manière qu'on exécute notre projet. Parce qu'il faut partir NodeMon à la place de Node. Donc, il faut aller changer dans notre application, dans notre script, à la place d'être Node, ça va être NodeMon. Puis en fait, juste pour vous montrer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder celle-là, hein, au cas où qu'on veut le débugger ou que NodeMon arrête de fonctionner. On va se donner un autre élément, autre que le start. Donc, qui va faire la même chose, mais qui s'appelle live à la place. Donc, ça va être un live editing. Fait que là, ici, ce que je veux faire encore une fois, c'est... ah oui, ce serait important d'installer aussi, mais... Ah non, c'est tout déjà fait. Tout ça, c'est fait. Parfait. C'est tout déjà fait, ouais. Donc, on a le live qui est ici. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est aller l'utiliser dans notre configuration. Donc, en ce moment, on a notre projet de React qui est toujours fonctionnel. Okay? Là, ce qu'on va faire, c'est rajouter une nouvelle configuration. Fait qu'on va aller éditer nos configurations. Puis, quand on va éditer nos configurations, on va rajouter une nouvelle section avec NPM encore une fois. On va dire Start Server. On va sélectionner le bon package.json de notre serveur. Puis, on va faire le run. Puis, le script qu'on va runner, on voit ici que dans l'option, on n'a pas directement le live qui est disponible. Donc, il faut faire un run. Puis,
puis décider du script. Puis là, il regarde c'est quoi les scripts. On a notre start, notre live. On peut sélectionner notre live. Puis ça va nous permettre d'avoir le start server de disponible. Là, ici, il faut comprendre que chacune de ces configurations-là est indépendante. Okay? Donc, en ce moment, j'ai mon start client qui est couramment en exécution. Puis, je peux très bien faire mon start server en même temps. Avant de faire ça, donc là, ici, on a dit on installe NodeMon pour... On va le marquer en anglais, c'est moins long. Là, ça va vite un petit peu, je sais pas, je suis tout seul, mais moi, j'ai pas, lorsqu'il a fallu installer là, Start Server puis tout, j'ai comme raté des bouts, je sais pas si ça va être possible de revenir un peu en arrière. Oui, certainement. Juste pour voir, parce que j'ai voulu créer Start Server, puis là, ça marchait pas. Est-ce qu'il faut que je sélectionne le script Start? Ben, ici, tu veux dire, t'as-tu modifié ton package.json pour ajouter le live? Pas encore. OK. Fait que, t'as-tu installé NodeMon? Oui. OK. Fait que, la première chose que tu vas faire avant de le rajouter, ça va être de rajouter cette ligne-là dans le NodeMon, dans le package.json, pour dire que on l'a installé, puis ça va être comme ça qu'on va l'invoquer. On part NodeMon à la place de Node avec notre bin et ainsi de suite. Ici, je suis en train justement de l'écrire. Quelque chose comme ça. Puis là, après ça, une fois que ça c'est écrit, là, on peut ajouter... Là, juste, on efface tous les autres scripts qu'il y avait déjà? On rajoute celui-là. Donc, ça devrait être à peu près gros de même. Si ça ne l'est pas, c'est parce que tu n'es pas dans le bon package.json. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y en a deux. Hein? Il y en a un pour le client, puis il y en a un pour le serveur. Ouais. Nous autres, on veut modifier celui-là qui est pour le serveur. Parce ouais, je suis dans le serveur. Ça dans ou peut-être. Ok. Ah non, je suis dans le client, ok. Ok, fait qu'on s'en va dans, mettons, on fait CD, CD serveur, après ça NPM. Et NodeMon, ouais. Install. Et NPM install. Avec Node Monitor. NPM I. Ah, I, c'est comme install? Ouais, exactement. Le monde de JavaScript, c'est un monde où c'est qu'on se tente de taper des choses, fait qu'il arrête pas de raccourcir. Dans le client, est-ce qu'on a ajouté des choses? Non, on n'a rien changé pour l'instant. OK. Puis c'est dans le serveur. Après, une fois que j'ai mis ça, là, je peux aller dans les... C'est ça. Là, tu peux aller dans le Edit Configuration. Ça va nous permettre de rajouter une nouvelle affaire pour notre serveur. Fait qu'encore une fois, tu cliques sur le plus. Puis là, le live devrait apparaître. Ouais, c'est ça, il apparaît. OK. C'est ça, dans la liste de scripts. OK, c'est bon. En ayant la commande run. Là, ici, c'est important aussi. C'est correct, parfait. C'est juste ça ajoute des scripts test et eject, c'est ça? Ou de quelle partie tu parles, là? Peut-être que je me trompe, là, mais attends, dans le serveur... Quand je vais dans le package JSON, après l'avoir... Ah non, c'est correct, c'est bon. J'étais juste dans le mélange entre les deux. Ouais, c'est ça. Il faut faire attention de bien sélectionner le serveur à chaque fois, puis... parce qu'on est en train de travailler sur le serveur, tu sais. Avant de le partir, par exemple, il va falloir faire une dernière modification parce que là, la prémisse, c'est qu'on va avoir deux applications. Puis par défaut, les deux applications roulent sur le port 3000.
Fait qu'on veut changer le port de notre serveur. Puis cette affaire-là, ça se passe dans notre script www qui est dans le dossier bin. Fait que si on regarde là-dedans, on peut voir immédiatement ici que c'est là qu'il y a le port 3000. Fait que nous, on a juste à changer ça pour 9000. On peut changer n'importe quel des deux ou il faut que ça soit celui du serveur, du client, du support? Ben, tant que les deux y en ont, c'est qu'ils sont différents, okay. Mais c'est comme en développement, la convention se veut que comme les clients roulent sur les front-ends sur les 3000 puis les API sur 9000. Fait que, OK. Fait que maintenant qu'on a toutes fait ces modifications-là, on est capable de partir notre serveur. Donc, ici, sélectionner notre Start Server, puis on peut exécuter le Start Server. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le serveur pour React, puis le serveur pour notre API va rouler en même temps. Donc, on peut voir ici que j'ai deux runs, un pour mon serveur, un pour mon client, puis un pour mon serveur. Les deux sont fonctionnels. OK? Si je m'en vais regarder ça, puis je m'en vais sur mon ami le port 9000, je peux voir que c'est la bonne affaire qui se passe. Pardon, Hugo, moi, quand il a terminé l'installation de serveur, le dossier serveur n'apparaît pas. Ça se peut que faut que tu fasses un clic droit puis que tu fasses refresh, reload from disk. Ok. Parce que Parce que même si je fais CD serveur, il me dit que le chemin est introuvable. Ça veut dire que tu n'as sûrement pas fait la bonne commande quand tu as essayé d'installer le serveur. Donc, ici, je le refais. C'était cette commande-là ici. Express, voilà, générateur. Avec le dernier mot qui est serveur. Serveur, oui. Ouais, je refais ça et je vais voir. J'ai une erreur aussi. Si je fais run live, npm run live, ça dit NodeMon not found. C'est un indicatif que tu n'as peut-être pas installé NodeMon dans ton serveur. Donc, quand tu as fait le npm i NodeMon, il fallait faire attention d'être dans le dossier serveur. Parce que sinon, ça n'allait pas l'installer à la bonne place. Puis quand on ajoute la configuration pour le client, c'est quoi le script qu'on utilise? Tu peux juste start comme commande directement. Start, OK. Donc, tu peux juste faire le start directement comme commande. C'est ça, c'est où ça? Tu parles de quoi? Pour configurer le start serveur. Ouais. Fait que il y a une partie dans le JSON qu'il faut rajouter, hein, le live. Ouais. Puis après ça, dans le bouton en haut, on peut changer les configurations. Puis dans les configurations, il faut sélectionner le bon package.json, sélectionner la commande run, puis après ça, le live qu'on a rajouté devrait apparaître ici. J'ai Add Configuration Templates. Ben ici, pour celui-là, tu peux cliquer sur le bouton plus pour le rajouter. Puis le bouton plus dans la liste, il devrait avoir npm.
J'ai refait l'installation, c'est la même chose, monsieur Hugo. Après, on va le voir. Bon, on ira regarder après. Dans ce ok, merci. Ok, merci. Fait que je continue au pire. S'il y a d'autres problèmes, on ira voir dans la minutie des choses après. On va avoir en masse de temps pour avoir une application full stack qui va être fonctionnelle avant la fin de la journée. Fait que là, le principe, c'est qu'on a nos deux applications qui sont en train de rouler indépendamment. On a les deux applications qui roulent chacun de leur bord. Puis là, ce qu'on vient de faire aussi, c'est qu'on vient de faire en sorte que si on regarde dans notre run, puis on regarde dans notre serveur, si je vais aller modifier quelque chose. Fait que mettons ici, je sais que /users, ça me donnait cette réponse-là. Si je modifie mon affaire, quand je vais refaire la requête, je peux voir que ça change automatiquement. Pour nous autres, c'est pas mal la fonctionnalité qu'on veut. On ne veut pas nécessairement que ça reload dans le browser parce que notre serveur ne sera pas utilisé directement avec un browser dans la majorité du temps. Là. Puisque c'est un serveur d'API, son but, ça va juste être de recevoir des requêtes d'un autre élément puis de les traiter. Fait que juste d'avoir le principe que je suis capable de sauvegarder quelque chose puis que ça détecte les changements puis que ça repart mon affaire, c'est pas mal qu'est-ce que j'ai besoin pour aujourd'hui. Fait que là, le principe, c'est qu'on a notre application React, puis on a notre serveur d'API. Là, ce qu'il faudrait faire, c'est être capable d'aller dans React, puis d'aller faire une requête à notre serveur d'API, recevoir le résultat, puis l'utiliser dans mon application de React. Fait que comment est-ce que je fais pour aller chercher des informations d'un API? Ben, on a vu notre ami la librairie Axios qui nous permet de faire ça. Donc, on va aller installer la librairie d'Axios, puis on va aller ajouter un élément qui utilise Axios dans notre application React. Fait qu'on va aller retourner dans notre client. Fait que on... On rajoute Axios à notre client. Puis dans notre client, on va aller voir notre app. Là, ici, il est comme, hey, c'est du stuff bizarre. Il n'est pas capable de savoir que c'était du JSX par défaut. Fait qu'on a juste à switcher notre gestion du texte. Ça va se refaire automatiquement. Et voilà. OK. Fait que on est maintenant dans notre application. On vient d'installer Axios. On veut rajouter une nouvelle commande avec Axios à l'intérieur. Fait que on va ici utiliser... Bon, premièrement, on va utiliser notre ami le useState. OK, on va importer le useState. Parfait. Ensuite, on va se créer une petite Ender function pour gérer un bouton. Comme ça, ça va loader juste quand je clique sur un bouton. Donc ça, c'est qu'est-ce qu'on avait vu avec la librairie d'Axios. Puis, la requête get qu'on va faire, ben, on va aller chercher l'information qui est dans mon serveur. Fait que http://localhost 9000/users. Puis une fois qu'on a ça, je peux faire mon setData
avec le data de la réponse. OK, on va aller se rajouter un petit bouton juste pour avoir quelque chose qui clique dessus. On va changer le on-click, on va mettre le handle-click. Puis on va aller avoir quelque part qui affiche les données que je vais loader. Fait que j'ai rajouté ici une requête Axios. Faudrait que j'importe Axios, hein? Ça serait intéressant. Toujours plus utile. OK. Parfait, tout est là. Cette data. Merci. OK. Fait que là, je m'en vais dans mon application. OK. Je clique sur l'autre data. Puis, je peux voir que ça retourne notre élément qu'on va avoir reçu de notre API. Donc ici, on a été capable de gérer entre notre serveur client, entre notre client front-end React, puis l'information avec notre serveur d'API Express. Fait que ça, c'était l'information qui vient de mon API. Si je décide Hugo. de... Ouais. Est-ce que je peux zioter la partie serveur? J'ai sauté un petit bout. Oui, certainement. Donc, dans la partie serveur... En fait, dans la partie serveur, en ce moment, il n'y a rien... C'est ça, ok. Je vois ce que je voulais rien voir. changé de spécial. Là. C'est juste un get... blablabla, ok. Ouais, ici, c'est juste le get par défaut qu'on avait vu. Là. Donc, lui, il utilise un routeur externe. Donc, dans Users. Puis dans Users, il y a possiblement d'autres affaires. Puis nous autres, on fait juste dire, ben, juste Users tout seul, ça répond avec ça. Merci. De la même manière que quand je l'utilise directement dans mon browser, ça me donne cette réponse-là. Ben là, j'ai pu la loader puis l'utiliser à l'intérieur de mon projet en React. Parfait. Ici, tout ça va bien. Ouais, excellent. Fait que ça nous permet d'avoir un back-end qui va recevoir les différentes requêtes, qui va pouvoir les traiter, puis que l'application de base, elle, va pouvoir aller chercher ces informations-là sur ce serveur-là qui est plus statique. Hein, parce que le principe ici, c'est que quand je rafraîchis la page, toute l'application React est reloadée. Mais tout ce qui était sur le serveur, lui, reste. Donc, on va être capable de gérer des applications de manière plus persistante pour que je puisse être capable de rafraîchir ma page de mon front-end puis que ça aille chercher les informations plus statiques qui est dans le back-end. Une dernière chose que je veux vous montrer, puis je sais qu'il y a certaines équipes qui ont eu ce problème-là avec leur projet dans l'autre cours, c'est quand on commence à utiliser deux serveurs différents. Même pas vrai. S'ils sont à des endroits différents, s'ils sont à des adresses différentes, ça peut très bien arriver qu'il y ait un problème avec ce qu'ils appellent le CORS, okay? Qui est le Cross Origin Resource Sharing. OK? Donc, le mot-clé CORS, des fois, vous allez voir ça. Si je monte ici, CORS, error. Puis, je regarde ça ici. Celui-là, ouais.
Fait que quand vous allez essayer de faire des requêtes Axios ou autres, ça se peut que vous voyez ce genre d'erreur-là. Où c'est que ça dit ça a été bloqué par un course, no access, blablabla, blablabla, blablabla. Donc, la prémisse de ça, c'est que quand je suis sur un site, puis que j'accède à un autre site, je peux facilement prendre la place de quelqu'un. Donc, si, admettons, je suis sur mauvais-facebook.com, puis ce site web-là essaye de faire des requêtes à facebook.com en se faisant passer par toi. Hein? Parce que si toi, tu t'en vas à mauvais-facebook.com par mégarde, ben lui, il a accès à tout ton browser, fait qu'à toutes tes cookies, à tout ce qui est disponible. Fait que lui, il pourrait faire des requêtes à facebook.com puis se faire passer pour toi. Fait qu'il y a un mécanisme à l'intérieur des browsers qui fait en sorte que si tu fais une requête dans une page sur un autre site web qui n'est pas le même site web que ton site web courant, ça va le bloquer par défaut. Donc, pour que ça fonctionne, il faut ajouter des éléments à notre serveur pour laisser passer ce genre de requête-là spéciale. En Express, la prémisse est assez facile, puisqu'on a vu le principe de middleware. Donc, les middleware, ça nous permettait de prendre une requête, de la reformuler, puis de la garrocher par la suite. Donc, pour utiliser CORS dans Express, ça va ressembler à ça. Laissez-moi... Donc, on a une autre librairie qui s'appelle CORS. Puis, qu'est-ce qui va arriver? C'est que dans notre serveur, on peut utiliser le use. Hein? Le use, on se souvient, c'est quelque chose qui va s'accrocher à toutes les requêtes, puis qui va utiliser la librairie CORS pour toutes les requêtes. Donc ça va nous permettre de changer, en gros, les headers qui sont envoyés pour que ça devienne disponible partout, en tout temps. Donc, si vous commencez à déployer les applications à des places, c'est le genre d'erreurs qui peuvent arriver, là. Fait que c'est le fun de voir qu'est-ce qui se passe avec ça. Fait que c'est bon. Je t'ai rendu au Axios, import Axios from Axios. Je pense qu'on peut revenir à cette page-là. Ouais, ben ça. Moi, en gros, c'est ça que je voulais vous montrer aujourd'hui. Fait que je peux arrêter notre enregistrement dès maintenant. Puis après, à partir de là, je vais pouvoir aller vous aider si vous voulez essayer de le setuper par vous-même, voir qu'est-ce qui se passe avec ça. Encore une fois, nous autres, demain, on a notre dernier cours officiel. Donc, ça va être une présentation sur comment, dans notre serveur, faire la gestion de bases de données externes. Puis, la présentation du deuxième grand projet que vous allez faire durant la semaine prochaine au complet. Donc, les 3 périodes de la semaine prochaine vont être consacrées pour l'élaboration de votre projet qui va être à rendre avant le cours de la semaine d'après. Donc, vous allez avoir une semaine et demie pour le faire. Puis, les 2 derniers cours de notre dernière semaine ensemble, ils vont être utilisés pour faire un dernier projet final individuel qui va compter comme votre examen final. Parfait. Fait que qui c'est qui veut de l'aide?